Bonsoir à tous. Dans notre précédent magazine, vous avez pu constater que pendant longtemps, en Nouvelle-Calédonie, l'école a été avant tout l'école du travail, avec des écoliers qui passaient moins de temps à apprendre qu'à crouler sous les tâches ou à prier. Avec ce second volet, vous allez découvrir que l'école a été aussi, pour tous les anciens, le lieu des interdits, des privations et des châtiments corporels. Je vous propose de découvrir tout de suite, dans les traces du passé, sur NCTV, ces témoignages édifiants. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup en français à l'école. On parle langage wailou et langage lifou. Mais le français, non, pas beaucoup. Comme les chaînes de mon temps, on a rentré très tard à l'école. Moi, vers 10 ans. 10 ans, je connais à peine parler le français. On dit oui, on comprend ce que ça veut dire oui ou non. Alors on trouve comme ailleurs l'interdiction de parler la langue dès 1863, mais dans la mesure où il n'y avait aucun moyen de vérifier ce qui se faisait effectivement dans les classes, ce qui pouvait garantir qu'on ne parle pas la langue, c'était le fait que le moniteur pour les écoles confessionnelles ou le missionnaire ne parlait pas la langue des enfants. C'était la meilleure garantie. Quant à leur imposer à tous avec efficacité le fait de ne pas utiliser la langue dans la cour, etc., je pense que ça va venir finalement assez tardivement. Je me souviens d'Antoine Goumindo, mais qui me parlait lui de son expérience en tant que moniteur dans les années 50, qui racontait tracer une ligne, donc une ligne imaginaire à l'entrée de l'école, dont il était moniteur, qui indiquait un en deçà et un au-delà d'une limite où on ne devait plus parler la langue et où on devait passer au français. Je me souviens bien de ce qui était inscrit au fond de la classe à l'école de l'embouchure. C'était une pancarte avec écrit en rouge « Je dois parler le français en classe et en récréation ». Et avant qu'on entre dans la classe chaque matin, il fallait se mettre en rang et le maître disait « à vos rangs fixes » et devant le drapeau français qu'on levait le lundi matin. On nous oblige de parler le français. Il ne faut pas parler la langue. Celui qui parle la langue est puni à l'école. Même si tu ne connais pas, il peut pas. Eh bien, pour nous, c'était la règle de l'école et il fallait donc qu'on s'allie. Et le maître, le vieux maître, était très très sévère. D'ailleurs, ceux qui s'oublient et qui parlent, par exemple, le fighting dans la classe, ils étaient mis à genoux et ils recevaient des coups de règle métalliques sur les doigts regroupés comme ça, là. Et donc c'était très dur et personne n'avait envie de recevoir ces coups de règle métalliques. Et donc on faisait attention. Mais par contre, dès qu'on se retrouvait sur la route et pour rentrer à la maison, on reprenait le fighting, quoi. Et puis, voilà. Donc l'interdiction, elle est posée en principe. On peut envisager de rencontrer des cas d'élèves qui sont punis par le port du symbole ou par des choses pas simplement vexatoires, mais éventuellement douloureuses physiquement, des enfants qui restent à genoux, les bras en croix en plein soleil, des enfants à qui on demande d'aller débrousser, etc. Mais là aussi, l'efficacité, sans être cynique, hein, mais l'efficacité des dispositifs interdisant la langue, elle va se mesurer, je pense, relativement tard, ce qui explique qu'il ait pu y avoir un maintien, puisque la vitalité des langues kanaks, si certaines sont en mauvais état au sens où elles sont menacées, un certain nombre de langues kanaks ont survécu au traumatisme de la période coloniale, précisément parce qu'elles ont réussi à se maintenir en dépit des obligations qui étaient celles de l'école. À cette époque, il n'existe pas d'enseignants en Nouvelle-Calédonie et il était difficile d'en faire venir de métropole. En plus, il aurait fallu les payer et le budget consacré à l'enseignement était limité. Les écoles publiques ont donc été obligées de recruter soit des missionnaires, soit des épouses de fonctionnaires métropolitains militaires.
Et pour les écoles indigènes, elles se sont tournées vers des moniteurs Kanak. Donc il a fallu se rabattre sur les forces locales et pour les Kanaks, on va donc se rabattre sur des Kanaks. On va essayer à la fin du 19e siècle de mettre en place une école de formation des moniteurs. On ne va pas y arriver et il faut attendre 1913 pour qu'on crée l'équivalent d'une école normale, en quelque sorte, c'est-à-dire une école de formation professionnelle de moniteurs Kanak, réservée aux seuls Kanaks qui ensuite iront enseigner dans les écoles indigènes. Oui, le gouvernement de l'époque, c'est eux qui choisissaient les moniteurs à nous, à l'époque. Ouais. C'est des anciens élèves, que l'on a recrutés pour nous apprendre à l'école. Bon, à l'époque, avant la loi d'Embry, tous les enseignants, oui, on dit enseignants, mais à l'époque on les appelle tout simplement les moniteurs. Ah, c'était un indigène, on choisit au hasard. Ah oui, c'est vrai. On les choisit comme ça. Des fois, on donne comme diplôme, rien. Ils nous apprennent un peu à écrire et à lire. Et puis le soir, des fois avant la fermeture de classe, ils nous envoient au travaux manuels. On cultive un peu là. Et les moniteurs aussi, c'est des moniteurs qui n'ont pas de certificat d'études. Ils ne connaissent pas beaucoup le français. Il va enseigner quoi? Mais il n'y a rien aussi dedans. Ah, c'est pour faire, on dit qu'il est moniteur, tout ça là. Ce sont des élèves qui étaient ici bien avant nous, oui, qui sont aptes. Mais moi, ma connaissance, quand mon père était à Pueblo, il enseignait aussi les enfants, oui, à son niveau, voilà. Il n'a pas de diplôme, quoi, mais s'il peut enseigner les petits enfants à écrire, à lire, ou quoi, mais il le faisait en tant que pasteur. Ils n'avaient pas les titres qui permettaient de les appeler des instituteurs. Ils ne passaient ni certificat d'études, ni certificat d'études indigènes, qui n'existaient pas en Nouvelle-Calédonie alors qu'il existait ailleurs. Donc ces moniteurs indigènes, très rapidement, on se rend compte que la majorité d'entre eux abandonnent le poste. On a énormément d'abandon de postes, parce que c'est un travail qui peut être à la fois valorisé et valorisant, mais en même temps c'est un travail jugé extrêmement contraignant, notamment parce qu'il est peu compatible avec les activités coutumières. Et c'est une contrainte sur l'emploi du temps, une contrainte de présence, d'assiduité qui est d'autant plus difficile qu'ils ne sont pas extrêmement bien payés. Donc on voit énormément d'abandon de postes. Il y a des moniteurs qui sont très stricts ou méchants parfois, mais sinon ils ne font pas de différence pour nous. Parfois, ils prennent un peu, comme la trique, elle était permise, nous triquer un peu, c'est pour nous faire avancer si on n'a pas bien appris nos leçons ou on n'a pas bien fait notre devoir. Ah, les moniteurs, ils sont sévères, parce qu'il y a le même moniteur dans les classes, mais il y a les moniteurs dans les maisons, dans les dortoirs, tout ça. Ah, il ne faut pas s'amuser, parce que le coup de trick, ça marche. Les punitions, c'est pas interdit, les punitions. Hein. Se mettre à genoux ou bien... Des fois, même on connaît pas beaucoup de sortes, on voit la faute des moniteurs. Mais on a peur de dire, parce que c'est nous qui ont couché par terre, là, si on répète, si on dit ça devant notre maître. Ah, mais tout ce que je dis, c'est vrai, ça, c'est pas pour plaisanter. Hein. C'est de l'époque pour beaucoup de chaînes maintenant, c'est incompréhensible. C'est l'indigène dit non, mais c'est pas vrai. Les moniteurs mélanisiens n'enseignent qu'au primaire, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour enseigner le collège. Par contre, à l'école ménagère où j'étais, il y a des monitrices mélanisiennes.
Elles nous enseignaient la cuisine, elles ont fait quand même leurs études pour être monitrices d'école ménagère, la couture, la cuisine. L'école, c'est l'avenir. L'avenir, mais ce qui va donner notre avenir, là, les enseignants sont, des fois, sont plus pires que nous. Ouais, c'est pas ça. Tous les chaînes de mon âge, ils diront pareil. C'était dur. Pour sortir, travailler à la mine, faire ceci, là, pour gagner notre vie. Mais pas pour ça, là, pour gagner notre vie, non. L'école, c'est pour former les futurs manœuvres. Ouais. L'arrêté de 1885 prévoit en gros que l'enseignement dans les écoles indigènes se limite à ce qui est en métropole le cours élémentaire. Donc ce qui serait l'équivalent de ce que les enfants atteignent en métropole à l'âge de 9 ans à peu près. Vous voyez, à l'issue des 3 premières années du primaire, avec un fort accent sur l'enseignement pratique, notamment la nécessité de tenir un jardin. Il faut absolument que les élèves restent en contact avec la terre, etc. Et ça au nom de la nécessaire adaptation, entre guillemets, de l'enseignement à la condition indigène. On considère que lorsqu'un élève mélanésien arrivait au terme de l'école indigène, il atteignait à peu près le niveau de, disons, fin CM1, début CM2. Alors que dans les écoles publiques, qui étaient fréquentées par des Européens, on atteignait au moins le niveau de ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'études primaires, c'est-à-dire presque 2 ou 3 années de plus. C'est pour qu'ils nous apprennent beaucoup sur les contes de l'Afrique noire et puis la Madagascar. Il n'y a pas tellement l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Il y a la grammaire, il y a la dictée, la rédaction, tout ça, ce sont les matières avant de notre temps. Les trucs de la France, comment ils ont construit la France, comment la France il a commencé ses écoles. On a l'arithmétique, on a le calcul, le moment du calcul mental. Par exemple, pour compter, on apprenait à compter avec ce qu'on appelait les bûchettes, c'est-à-dire des petits bouts de bois. Et on a aussi des petits cours de chant. On chante aussi, on apprend beaucoup à chanter. À l'école, on s'est appris à bien compter, jusqu'à bien parler le français. Et c'est tout. On dépasse pas, on n'avance pas plus. Pour le fonctionnement et l'organisation de ces écoles indigènes, le gouverneur Guillain lui-même avait mis en place un programme, on peut dire un programme officiel, un programme d'enseignement, qui bien sûr était à base de français, lecture, écriture, qui était aussi à base de calcul. Il s'agissait de savoir compter pour ces jeunes, quelques éléments de l'histoire de France, de la géographie, mais vraiment des notions de base. Il faut y rajouter aussi, et ça c'était très important, la morale et enfin des enseignements portant sur l'hygiène corporelle et l'hygiène même alimentaire. Ça existait déjà à l'époque, quelques petits rudiments d'hygiène alimentaire. Dans les écoles officielles, il n'y avait pas d'uniforme. Dans les écoles confessionnelles, les enfants étaient au diapason de ce que vivaient les adultes, avec un système un peu compliqué, notamment le système de boutonnage de la robe mission, devant pour les uns, dehors pour les autres, en fonction de ce qu'on était catholique ou protestant. Il fallait des signes ostentatoires au-delà du port de la croix, etc. Donc on avait effectivement une économie du détail vestimentaire qui marquait son appartenance à une confession religieuse. Quant aux garçons, ils sont comme étaient habillés les garçons de l'époque, c'est-à-dire pas en manou, en culottes dites courtes comme on les portait, et puis en tricot. Tout ça se faisait aussi dans une grande pénurie de moyens, donc les missionnaires n'avaient pas du tout les moyens de faire des uniformes aux élèves. À Nouméa, par exemple, c'était impensable. On ne portait pas d'uniforme à l'école. Par contre, la robe mission qu'on dit maintenant, la robe popinée, on ne portait jamais la semaine quand on faisait l'école, tout au long de la semaine.
On était en jupe, on était en robe, kimono comme on dit. Mais la robe mission, on la portait seulement que le dimanche, mais jamais dans la semaine. Avant, bon, on coupe bien les cheveux, bien propre, hein, comme pour aller à l'école, même pour aller aussi à la prière, au temple, à la messe. Les enfants, ils sont toujours bien, ouais, bien entretenus par les parents. Ouais. Chez les garçons, il n'y a pas de rasta ou de petits locks là. Non, non, ils sont bien coiffés, hein. Ils sont bien, les cheveux sont bien taillés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les enfants font n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Mais en notre temps, on est très très propre. Hein. Oui, à l'époque, disons que les garçons étaient bien coiffés, bien rasés. Voilà, c'était. Je me souviens seulement d'un Gadouvéa d'ailleurs, Dime Ounei, qui n'est plus là aujourd'hui, et c'était le premier que j'ai vu avec des cheveux longs. Les filles bien peignées aussi. Donc oui, voilà, il y avait tout ça, quoi. Dans les écoles de mission, comme dans les écoles indigènes, les moyens financiers consacrés à l'instruction des Kanaks sont très faibles. Il faudra attendre 1952 pour que les enfants des écoles publiques des tribus reçoivent du territoire une petite dotation destinée à l'achat du matériel scolaire. C'est la mission qui fournit des affaires de l'école, les crayons, les cahiers. Avec les buvards, ça je me rappellerai toujours. Les ardoises, ouais, pour les calculs mentaux. Un gros tableau noir, et puis nous avec les cahiers. C'est pas comme on voit dans les écoles, les élèves avec toutes sortes d'appareils. Mais nous, simplement, comme parce qu'autant de Charlemagne, là. Tableau noir, la craie. On écrivait à la plume, et puis il fallait bien écrire. Hein. Il fallait bien écrire. Et de même, les cahiers, il fallait qu'ils soient bien tenus. Il n'y a pas de cahier corné, le cahier mal tenu, il était accroché dans le dos. Et l'enfant se promenait à la récréation dans la cour avec le cahier accroché dans le dos. Maria dong gay ila watama wasin mana ya man biyaniro bama godiyero anyada bibadi ha ongañ bahama dadia ilina nana. Ils ont le matériel, les fournitures nécessaires, mais c'est vraiment le nécessaire, quoi. C'est le minimum. Si on n'a pas les syllabaires, une classe de Brousse est très différente d'une classe métropolitaine à la même époque parce qu'on a bien des enfants enfermés un certain nombre d'heures par jour dans un local, mais on n'a pas tout cet appareil didactique qui existe en France. Et c'est le cas, notamment, les enfants racontent l'absence de cahier, enfin les enfants que j'ai rencontrés moi quand ils avaient plus de 80 ans, mais l'absence de cahier qui faisait qu'on écrivait sur des ardoises. On allait à la rivière et on essayait de récupérer des cailloux plats qui permettaient d'écrire. On a une très très grande pénurie de matériel comparativement à la métropole. Mais à l'époque, il n'y a rien. Les missionnaires m'ont donné quoi? Tout ce qu'on a, c'est par rapport à des kermesses, tout ça là. Mais à part tout ça là, on n'a rien. Mbali gada de dijara madi ni dodo dina ko wanjana male biya wine dine ni awa gal meloni dal onga mada dia hamba naman
Roga di urana ero veraga di muka bi ya. Ka yel mene ni yedi ya ko de ga dadi. Tu me ya dadi. More ne ya wina da mani yambe. Il y avait des manuels scolaires. C'était pas la même façon d'enseigner qu'aujourd'hui. Hein. C'était des pauvres qui enseignent aux pauvres. Alors. Voilà. Mais d'un côté, il y a beaucoup de l'école qui sont bien réussi à s'en sortir avec leurs moyens. Ouais. Parce qu'ils sont des bons enseignants, tout. Copaïta, notre école là. Mais chez nous là-bas, bonjour les Denga. En fait, moi j'ai choisi d'enseigner à l'école privée, qu'elle soit catholique, donc comme à Tabor ou protestante, parce que les élèves là, pour moi, ça avait un sens d'apporter le savoir à ceux qui n'ont rien, aux plus démunis. Le budget consacré à l'instruction indigène va toujours rester faible et quand même relativement dérisoire, entre 0,3 et 0,9% du budget. Ça n'est absolument pas une priorité. Donc c'est vraiment une école au rabais. C'est vraiment une école qui ne va jamais, pendant toute la période coloniale, bénéficier des moyens humains et financiers qui lui auraient permis de fonctionner. Une école au rabais, avec peu de moyens et un niveau scolaire qui ne dépasse guère l'alphabétisation, mais aussi une école où les châtiments corporels étaient une pratique courante. Vous allez voir que le souvenir de cette violence à l'école est encore douloureux pour bon nombre de nos anciens. Parce que c'est sévère, les lois à l'école. Si on n'est pas obéi, on n'a pas écouté ce que dit, ben voilà les punitions. Si on a perdu nos affaires d'école, oui, ou si on est absent pour le culte le matin, ou bien quand on est absent pour le culte de dimanche, ou bien les chants le soir. Ben, deux fois, ils vont aller là, les filles. Mais c'est défendu d'aller traîner, aller par là. Il faut toujours aller avec quelqu'un. On n'allait pas au magasin tout seul, on est accompagné. On n'allait pas chez le personnel non famille qui sont là dans les alentours. Si on sort avec quelqu'un pour accompagner. On ne va pas aller sur grande route ou raconter des hommes, des gens. On va tout rester à l'école. On ne traînait pas le soir, on est accompagné, on n'a pas le droit de parler aux garçons ou parfois pour les interdits de s'écrire un peu en notre temps, hein, on était surveillés. Il ne faut pas prendre quelque chose que tu n'as pas demandé. Pour manger, ben voilà, ils font punir. Il ne faut pas jouer. Mais si on joue, mais là, la correction sera dure et très sévère. Hein. Là, pleurer, mais des fois il faut courir pour éviter les coups de banquette. Mais des fois, si on n'est pas bien, ben, le moniteur, il tire un peu les oreilles. Ça dépend de la faute ou bien ça dépend de la colère du moniteur. On avait beaucoup de punitions. On nous donnait des sables d'abattis pour débrousser, on allait faire des voyages de gravier pour gravillonner notre chemin ou notre sentier, bien nettoyer partout. Ouais, on avait des punitions. Punitions, il faut appliquer avec le bois ou bien aller travailler pour faire la punition. Il faut aller tirer l'herbe ou billette ou bien faire autre chose pour la punition. On fait des travaux qui concernent le moniteur, la maison à lui, ou les champs au moniteur. Bon, bah, ça fait partie de l'école, comme on l'apprend aussi, hein, à travailler, à débosser. Ça fait partie de l'école.
wajunando dale kalau beli bola kalau orang kalau rawi ni ani nenjau hendi ala nila ani ya medena gail kalau gambar mu waranan gorana na place ni ni doi ngere ni ko yu arawe la menin tendara nole ko hamba na mona ga ni be mele da go njella kalau ro nal ro ngam go wa benam force. C'était dur. Ouais. L'école ressemblait un peu aux travaux forcés. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement bien précis à l'école, à l'époque. Quand les parents m'ont dit à l'élever, mais ils nous acceptent ici. Ben, comme j'ai vu de les benam, non, comme moi, voilà. J'ai vu d'un amène le moi, j'ai mis le nom de ma mère. Injana ni jua wale ya bisa ragalon ni galon. Harme ya benang membe. Via galo wajuna do ramme galon. Avant, comme la trique elle était permise, un peu de trique ou un peu de coup de règle dans les doigts, ça nous. Les punitions, pour nous, c'est le moniteur ou celui qui garde les filles. Il fallait chercher les bois, là, couper les bois pour astiquer les filles. Par un, il faut taper, faut taper avec le golette. Après, c'est mal, on a pleuré, mais c'est comme ça. Ai ni ben gale di hinjili le ngalen ha ku ni nale ni mbayo ni nale muradi ga men ga anjendi ni bangara ni malin jadi hala na mwamba na re ni binyambo mun Kasilani quoi. Comme des drôles à Manamona. Elle y a eu à la Mwambe, elle est mis à l'égout. Elle est en galena, what do you mean? There were my way. Come what I want you and I don't want what I met. What I am, but I wonder what I know what I met. Il était interdit de punir physiquement les enfants. Or, pourtant, c'était le cas. C'est une réalité, notamment les punitions collectives. Pour autant, l'attitude des parents était plutôt de déléguer aussi, de faire confiance. Ils confiaient leurs enfants, d'ailleurs plus ou moins contraints et forcés. À partir de là, on ne peut pas dire que les missionnaires ou les moniteurs avaient droit de vie et de mort sur les enfants, mais on va dire que je n'ai pas d'exemple, de témoignage disant qu'il peut y avoir des conflits entre les familles et les missionnaires ou les familles et les représentants de l'administration. Les parents suivaient systématiquement. D'ailleurs, ils n'avaient pas beaucoup le choix. Ni mele da yo le manga ma wan mele ja ira di le ngelo we ga nyamene dai ni Manga mera mungeni. Mera di yari manga mamu. Ka ana mora ha mo yemo. Ale mora ga manene yari yemo mele nyare yemo di are se bori ya iti. Ba mani bara mele yara wona ga manga. Ama wande mi do lamba. Manga mamu bi. Visesa nalembora ramasena ni para. Ramo di lema di ala go yemun be me ale bo ama yemu ha semana. Allo hele ni bro. mele radi ga mele na mega dadi ni u ga mele yambe hanne wi ya ngoda di amba de on le da na ju da mure ne mu hani bi yan bol bo go enja me ya wo bol le prof marna ya tape plus parce ya un moment donné na le bibia ya idi mele hani ya hayemu. Heureusement que depuis, l'école a bien changé. Dans notre prochaine émission, je vous proposerai le dernier volet de cette série consacrée à l'histoire de l'école. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous.